force de faire des régimes imbéciles et très déséquilibrés, on a habitué son corps à stocker. Parce que les gens sont de plus en plus flemmards, on aime bien, on vit de façon confortable. Je dirais que l'homme qui prend du poids, il l'a cherché. Donc se dire « je maigris rien qu'en mangeant rien », c'est une très mauvaise façon de raisonner. Oui, parce que l'exemple que tu as pris au début avec quelqu'un qui faisait pas de sport, en fait, ça laisse aucune marge de manœuvre, aucun petit repas plaisir. En plus de pas laisser cette marge de manœuvre, ça va faire une perte de poids qui sera très faible. Donc ça va te demander beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Il n'y a pas de yo-yo pondéral plus rapide qu'avec un cétogène. On peut maigrir en étant gourmand. Pour moi, c'est très important. Les gens ont l'impression de se punir quand ils se mettent au régime. Tu vois que j'ai mis le sommeil en premier, parce que c'est fondamental. Et personne n'en parle de ça. Les gens pensent toujours que le sommeil, c'est juste un cerveau qui se repose. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est le moment où le cerveau se régénère. Le corps a besoin de protéines. Parce que quand on est en manque de protéines, on perd du muscle. Et si on perd du muscle, on s'affaiblit. Et si on s'affaiblit, on dépense pas assez de calories. Et donc, on grossit. On ne peut pas maigrir en faisant une grosse bouffe le soir. C'est pas possible. Tous ceux qui vous promettent ça, c'est pour faire du buzz. Bonjour Laurence. Bonjour Raphaël. Dans une première vidéo, on a parlé donc de la napsothérapie parce que tu viens de sortir un livre, Napsothérapie, nutrition, activité physique et sommeil, une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol. Donc tous ceux qui veulent en apprendre plus sur la napsothérapie, déjà ils vont voir la première vidéo. Et dans cette seconde vidéo, on va parler de comment perdre du poids grâce à la napsothérapie. Donc je te propose qu'on commence par le sommeil. Tout à fait. Explique-nous en quoi le sommeil c'est indispensable pour perdre du poids et en quoi le fait de mal dormir, ça sera toujours un frein pour une personne qui veut perdre du poids. Absolument. Alors, je suis toujours très surprise de voir qu'on ne parle que de régime et on parle jamais de sommeil pour maigrir. Et c'est une grossière erreur parce que c'est justement par le sommeil qu'il faut commencer quand on veut perdre du poids. Pourquoi ? Parce que quand on demande à quelqu'un de manger moins sucré, si la personne est en manque de sommeil, elle a envie de manger sucré, donc elle n'arrivera pas à suivre le conseil. Quand on demande à quelqu'un de bouger davantage, de faire de l'activité physique et du sport, si elle est en manque de sommeil, elle est fatiguée, elle ne va pas y arriver. Donc toutes les injonctions que l'on donne aux gens pour maigrir, mangez moins gras, moins sucré et bougez-vous davantage, s'il y a un problème au niveau du sommeil, c'est impossible d'y arriver, donc pas de perte de poids. Or, tout le monde se recentre sur les régimes et sur le sport en oubliant le sommeil. Et bien maintenant, grâce à la napsothérapie, on va réhabiliter le sommeil comme étant la première chose à vérifier pour perdre du poids. Pourquoi ? Tu me dis, mais pourquoi le manque de sommeil finalement peut compromettre la perte de poids, peut même faire grossir ? Eh bien parce que tout part du cerveau. Tous nos comportements alimentaires sont liés au cerveau. Si tu ne dors pas assez la nuit, il se passe plein de choses dans ton cerveau. Ton cerveau est en stress. Et donc, inconsciemment, ton corps va réagir comme si tu étais en hypoglycémie. Et donc, ton cerveau va te donner envie de manger sucré quand tu es fatigué. Donc les gens qui sont en manque de sommeil, et ça n'importe qui peut l'expérimenter, une nuit où tu n'as pas dormi assez, le lendemain tu as envie de te jeter sur les biscuits, sur les gâteaux, sur le chocolat, parce que tu es fatigué. Et ça, c'est à cause du manque de sommeil. Première chose, envie de manger sucré. Donc c'est pas tellement raccord avec le régime. Deuxième chose, quand tu es en manque de sommeil, tu es fatigué le lendemain. Si tu es fatigué, comment veux-tu avoir envie d'aller à la salle de sport ? Comment veux-tu avoir envie d'aller faire ta marche active en revenant du travail ? Tu n'as qu'une seule envie, c'est de rester assis, de te planter sur ton canapé et de regarder ta séance télé. En mangeant des pop-corn. En mangeant des pop-corn ou en allant au cinéma en mangeant des pop-corn. Bon, enfin bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais moi ça me plaît pas du tout que les gens mangent du pop-corn en regardant la télé. Surtout des pop-corn sucrés. Je rappelle d'ailleurs, puisque tu m'as mis sur la ligne du pop-corn, je rappelle que le fait de manger une grande boîte de pop-corn, c'est comme si on mangeait 7 à 8 morceaux de sucre. Bon, je referme la parenthèse. Donc, le manque de sommeil te donne envie de manger sucré, te fatigue, donc tu n'as pas envie de te bouger. Et en plus de cela, comme ça agit sur les cycles hormonaux, on voit très bien que quand la personne n'a pas eu son comptant de sommeil, eh bien elle va sécréter beaucoup plus de cortisol le lendemain matin, qui est l'hormone du stress. Or, le cortisol, eh bien, il active les gros adipocytes de la graisse abdominale profonde et ça les pousse à se développer. Donc, ça fait grossir du ventre et ce n'est pas le petit bourrelet, c'est la graisse abdominale profonde. Autrement dit, manque de sommeil. Alors, ça peut être
5 ou 6 heures de sommeil au lieu de 8. Ça peut être 8 heures, mais un sommeil haché et avec mauvaise récupération. Ça peut être un sommeil où on s'est couché tôt, mais on s'est levé très tôt. Enfin bon, bref, ça peut être plein de trucs, mais en tout cas, problème au niveau du sommeil. Égal, envie de manger sucré, de ne pas bouger beaucoup, et ça fait grossir du ventre. Donc, avant de se lancer dans un régime, avant de franchir le seuil d'une salle de sport, d'abord, et ça c'est le premier conseil que je donne dans le cadre de la napsothérapie, c'est d'abord voir comment est son sommeil. C'est pour ça qu'il y a un agenda du sommeil. C'est pour ça aussi que si on a une montre connectée, c'est intéressant de le savoir. Il faut savoir où on en est question sommeil. Il faut se coucher, en tout cas ce qu'il faut faire, c'est se coucher avant minuit pour profiter au maximum de la mélatonine et profiter au maximum du sommeil récupérateur profond qui a toujours lieu avant minuit, entre 11h du soir et 1h du matin. C'est là qu'on récupère le plus de la fatigue physique et c'est grâce à ce sommeil-là qu'on se sent en pleine forme le lendemain. Ensuite, il faut dormir toute la nuit et se réveiller 8 heures après pour pouvoir bénéficier du sommeil paradoxal qui est absolument nécessaire pour la mémoire, les capacités de concentration, etc. Donc les deux sont très importants pour être en forme le lendemain. Et c'est quand on est en forme qu'on a envie de bouger et de bien manger. Donc première étape, maigrir avec la napsothérapie. Premièrement, je soigne mon sommeil. Je m'interroge, et c'est pour ça que dans le livre, il y a un questionnaire, je suis sûre que tu allais en parler. C'est ça. Il y a un questionnaire où je vais m'interroger, je vais voir quel va être mon score de qualité sommeil. Donc il y a plein de questions, on y répond, on coche les cases et on voit son score. Vous avez un bon sommeil, bravo. Vous avez un sommeil, voilà ce qu'il faut corriger. Vous avez un très mauvais sommeil, voilà ce qu'il faut vraiment corriger. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais moi je dirais presque qu'au début, se focaliser sur le sommeil, comme tu as dit, c'est très important. Oui. Il faut presque se dire que je vais faire des efforts pour mon sommeil, mais sans attendre une perte de poids immédiate. Ah, tout à fait. Et comme ça, on va mettre son corps en fait dans un état propice derrière à pouvoir perdre du poids et à pouvoir enclencher cette perte de poids. Mais au début, il faut être prêt à faire des efforts on va en parler, des différents conseils pour mieux dormir, pour dormir plus, mais pas attendre de résultats et pas se précipiter sur la balance. Et ça, c'est compliqué parce qu'on est beaucoup dans cette société d'immédiateté où on se dit, bon, je veux perdre du poids, donc ça va être l'alimentation, on veut des résultats tout de suite, etc. Et non, il faut essayer de prendre un pas de recul et se dire, ok, déjà, je vais faire en sorte que mon corps soit bien et que derrière, j'ai une perte de poids qui puisse être saine. Absolument. Il faut préparer le terrain. C'est comme dans un jardin, quand on veut un beau jardin, d'abord on prépare le terrain. Et c'est après qu'on a un beau jardin. C'est pareil pour la santé. Je crois que la dernière des choses à faire, c'est de précipiter sur le premier régime qui passe et de se dire, voilà, je vais couper les vivres, il faut absolument que je perde 3 kilos en 10 jours, parce que maillot de bain, parce que l'été, etc. C'est le meilleur moyen. Alors ça, c'est très facile de perdre 3 kilos. Moi, alors là, je te mets au bouillon de poule pendant une semaine, tu vas perdre 3 kilos. Bon, tu perdras beaucoup de muscles, ça c'est sûr. Tu auras des carences, ça c'est sûr aussi. Et puis quand tu vas arrêter, parce que le bouillon t'en auras ras-le-bol, tu vas te remettre à manger comme avant. Je ne doute pas que tu manges très bien, mais je te mets à la place du quidam. Tu te remets à manger comme avant, tu reprends très vite. Alors là, en 10 jours, tu reprends ce que tu as perdu en un mois et tu reprends beaucoup plus. Tous les patients qui viennent me voir et qui souffrent d'obésité, ils racontent tous la même chose. Et de la graisse, c'est-à-dire qu'en perdant vite, j'ai perdu beaucoup de muscles, en reprenant, j'ai repris beaucoup de graisse. Et donc en fait, en plus de reprendre le même poids, j'ai changé la qualité, j'ai modifié ma composition corporelle et le corps a changé. Donc ça, c'est quand même très triste. Absolument. Donc plus on va vite, plus on fait des erreurs, plus on perd du muscle, plus on change son métabolisme de base et plus on habitue le corps à stocker facilement. Et les gens le disent bien, au début je maigrissais vite en suivant n'importe quel régime, maintenant j'arrive même plus à maigrir. Et je grossis en faisant pas grand chose. Parce qu'on a habitué, à force de faire des régimes imbéciles et très déséquilibrés, on a habitué son corps à stocker. Le corps se défend. C'est pas naturel pour le corps de moins manger. Lui, le corps, il pense qu'il y a une seule chose, c'est se nourrir. Il veut faire face à une famine. Et ben voilà, lui, il ne sait pas qu'on fait un régime. Et il s'imagine qu'on est perdu dans le désert. Donc, waouh, alerte, 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 on baisse toutes les dépenses caloriques, on ferme toutes les vannes. Et à force de faire des régimes successifs, on habitue le corps à stocker. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui deviennent résistants au régime par la suite, et puis qui se sont engagés à chaque fois, à force de faire le yo-yo pondéral, ils avaient 10 kilos à perdre au début, et maintenant ils en ont 30. Voilà. Et tout ça à cause des régimes. Donc, première chose, d'abord le sommeil. Je corrige mon sommeil, j'identifie les erreurs, soit tout seul, soit avec un conseiller en napsothérapie. Et donc, j'identifie mes erreurs et je les corrige. Ça, c'est première étape obligatoire. Ça peut se faire en très peu de temps. Parce que, il y a eu des études qui ont été faites. Tu prends des volontaires sains.
tu les prives de sommeil. Par exemple, au lieu de 8 heures de sommeil, tu leur fais dormir juste 4 heures. Juste 4 heures de sommeil pendant 4 nuits. Et ensuite, tu regardes leur comportement dans la journée. Et tu t'aperçois que dès le lendemain de la première courte nuit, déjà, ils mangent beaucoup plus de féculents, de biscuits, de gâteaux et de chocolat. Et ça pendant 4 jours. Et au bout des 4 jours, ils ont déjà pris 800 grammes. Pratiquement 1 kilo, rien qu'en 4 nuits de manque de sommeil. C'est dire que l'effet est très rapide. Mais ce qui va dans un sens va dans l'autre aussi. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de sommeil, que tu les identifies seul ou avec un expert, et que tu les corriges, très rapidement, tu sens l'énergie revenir en toi. En 2-3 jours, 2-3 nuits de bonne qualité, tu sens tout de suite que tu as du tonus. Et là, ça te permet de passer à l'étape suivante, qui est l'activité physique. Donc tu vois, tu as commencé dans le bon ordre. Je ne me précipite pas sur le régime, je commence déjà par le sommeil pour avoir la pêche. Ce qui est intéressant dans l'étude dont tu viens de parler, c'est que peut-être que 4 nuits où on ne dort pas beaucoup, c'est un peu extrême pour des gens dans la population active, etc. Là, c'était possible dans une étude, mais des personnes qui vont faire un peu la fête le vendredi soir, un peu le samedi soir, qui vont moins dormir, du coup derrière possiblement manger plus, et ça chaque week-end, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Alors eux, dans l'étude, il y avait 800 grammes sur 4 jours, là on peut se dire qu'il y en aura 400 sur 2 jours, mais semaine après semaine, ça fait quand même une prise de poids qui peut être très importante. Tout à fait. La prise de poids, tu sais, c'est un petit comptable qui est dans le corps. Et tous les jours, bon, alors aujourd'hui, on a rentré combien de calories, on en a dépensé combien? Ah ah, je vois qu'on en a mangé plus qu'on en a dépensé. Ben, le reste, on va le stocker. Allez hop, même si c'est 20 grammes de graisse, sur la balance, tu ne le vois pas le lendemain. Mais à la fin du mois, 20 grammes tous les jours, ça fait 600 grammes à la fin du mois. 600 grammes, tu peux te dire, wow, c'est pas grand-chose. Sauf qu'au terme d'un an, ça fait 6 kilos. Tu vois? Donc, la prise de poids, en général, c'est quelque chose de très sournois et de très, très progressif. Sauf chez les gens qui font n'importe quoi, grands sportifs qui s'arrêtent brutalement et qui continuent de bouffer énormément de pâtes, etc. Alors eux qui se mettent à prendre du poids de façon très importante. Mais pour la majorité des gens, ça a été une dérive progressive. Je bouge pas assez, je mange trop. En plus, je dors mal, je suis fatiguée, donc je bouge encore moins, je mange encore plus sucré. Et petit à petit, la dérive, elle est là. Et d'ailleurs, les personnes qui consultent pour obésité, tu vois bien le parcours. À 20 ans, ces personnes-là, elles pesaient 60 kilos. Et puis, on les retrouve à 35 ans, elles ont pris 20 kilos. Elles ont voulu en perdre 3, puis après elles ont voulu en perdre 5, puis 10, puis 15. Et puis elles en ont repris 10 après en avoir perdu 5. Voilà. C'est très chaotique. Et puis les femmes ont encore plus de malchance avec les grossesses, parce qu'il y a des femmes qui prennent 25 kilos et qui en gardent 10 après l'accouchement. Bon, 3 grossesses, 10 fois 3, 30 kilos de plus après 3 grossesses. Bon, alors il y a des femmes qui font n'importe quoi pendant les grossesses aussi, qui mangent beaucoup en se disant « je vais reperdre tous ces kilos, donc je peux tout me permettre ». Mais il y en a aussi qui, pour des raisons hormonales, la femme est beaucoup plus sujette finalement à l'action des hormones sur son poids que l'homme. Je dirais même plus, si je pousse le bouchon un petit peu plus loin, je sors un petit peu de ta question, mais c'est intéressant à dire, je dirais que l'homme qui prend du poids, il l'a cherché. C'est souvent parce qu'il mange très mal, parce qu'il boit un peu trop d'alcool, parce qu'il ne bouge pas assez. Ou alors c'est un ancien sportif qui a arrêté. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris du poids parce que plus de kilos qu'il ne fallait pendant la grossesse, parce que difficulté à tomber enceinte, programme de traitement par les hormones, 20 kilos en 6 mois, voilà, prise de pilules, stérilée aux hormones, enfin, je dirais que l'impact des hormones chez les femmes est beaucoup plus fort, et beaucoup plus souvent responsable de prise de poids que chez les hommes. L'hypothyroïdie aussi, une cause de prise de poids. Il y a beaucoup de femmes qui ont des thyroïdes déficientes et ça ne se voit pas chez les hommes. Donc je dirais que bien sûr, dans la prise de poids, il y a toujours à un moment donné une mauvaise alimentation et une sédentarité excessive et des problèmes de sommeil que les gens sous-estiment. Mais chez la femme, il peut y avoir en plus des problèmes hormonaux et des problèmes de thyroïde, alors que chez l'homme, c'est très rare. C'est plus rare. Comme on est encore au début entre guillemets de la perte de poids, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec, dans l'univers collectif avec ces gens qui se disent qu'ils vont faire un régime pendant une période donnée, pendant 1 mois, 2 mois par exemple avant l'été, et qu'après derrière ils vont reprendre leurs habitudes d'avant? Et en fait, le problème c'est que s'ils reprennent leurs habitudes, forcément ils vont reprendre du poids, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. S'ils ont pris du poids avec certaines habitudes, dans certaines conditions, ils vont reprendre ce poids-là. Alors qu'en fait, les habitudes, il faudrait les garder tout au long de leur vie. Tout à fait.
Quand on s'engage dans un programme de perte de poids et de reprise en main de sa santé, ça ne peut pas être un one-shot. Ça ne peut pas être, allez, pendant un mois, je vais faire du sport à fond la caisse et je vais rien bouffer. Je vais mettre aux légumes, à la vapeur, à midi et le soir, un yaourt à 0% et pommes. Et je fais ça pendant un mois, avec tous les soirs une séance de sport. Très bien, il aura perdu 5 kilos. Parfait, il est content, etc. Mais comme tu le dis très justement, si c'est pour... je ne peux pas faire ça très longtemps et qu'on reprend les habitudes d'avant, la reprise de poids, elle va se faire très rapidement. C'est obligatoire. Évidemment, avec, encore une fois, des kilos à la clé. En plus, comme tu l'as dit très justement, plus on maigrit vite, plus on perd du muscle. Or, le muscle, c'est la chaudière du corps humain. Plus tu as du muscle dans ton corps, plus tu brûles des calories. Et à chaque fois que tu fais un régime sévère et très rapide, et très efficace en termes de perte de poids, plus tu perds du muscle. Donc si à la fin de ton régime, tu as perdu 5 kilos en un mois, mais que sur ces 5 kilos, tu as perdu 3 kilos de graisse et 2 kilos de muscle, et que tu reprends des kilos, tu ne reprends jamais du muscle, hein, tu reprends 5 kilos de graisse, au final, ton corps, il change, il devient de plus en plus gras et de moins en moins musclé. Donc, le bouton de la chaudière, hein, le niveau, il baisse, puisque tu as moins de muscles, donc tu brûles moins de calories. Et donc, avant, tu avais un métabolisme de base, tu brûlais automatiquement, je sais pas moi, 1800 calories par jour, à force de suivre des régimes et d'avoir fait des cures d'amaigrissement rapides, jeûne intermittent ou jeûne total. Parfois, maintenant, il y a des maisons qui te proposent de jeûner pendant une semaine et t'étox et compagnie, tu ressors de là, t'es rincé ou souvent en pleine forme, mais ça dure pas longtemps, tu t'es carencé, tu as bien perdu en muscle sans le savoir. Hein, et moralité, quand tu reprends que du gras. Bien sûr. Et au bout du compte, ton corps change. Tu deviens de plus en plus gras ou grasse et de moins en moins musclé. Et un rien te profite. Ton corps, il stocke de plus en plus. Donc non au régime et non au programme court. Oui. Il faut, comme tu le dis très justement, c'est voir loin, sur le moyen et long terme. C'est s'engager dans un nouveau mode de vie. Stop, petite coupure rapide pour vous annoncer qu'après des mois de travail, on vient tout juste de finir notre guide gratuit. On a sélectionné les 7 informations les plus importantes sur la perte de poids partagées par 7 experts reçus sur notre chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à regarder toutes nos vidéos et à prendre des notes. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir pour perdre du poids après 50 ans. Et c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer juste ici pour vous inscrire. Allez, on reprend l'interview. Je prends soin de mon sommeil, j'ai décidé de bouger davantage. Mon corps, il est fait pour ça, le corps, il est fait pour le mouvement, il n'est pas fait pour rester assis à longueur de journée. Et je prends soin de ce que je mange maintenant. Ma nourriture, c'est ce qui nourrit toutes les cellules de mon corps. Est-ce que j'ai envie, quand j'achète une belle voiture, d'aller foutre un carburant bas de gamme ? Non, le corps, il a besoin d'être nourri avec une nourriture de qualité. Il faut être exigeant avec ce qu'on mange. C'est soi-même qu'on nourrit. Donc il faut se nourrir de choses saines et gourmandes. L'un n'est pas antagoniste de l'autre. Et les habitudes qu'on décide de mettre en place, il faut bien se poser la question, est-ce que je pourrais les garder tout au long de ma vie ? Exactement. Et sinon, il ne faut pas essayer de la mettre Plus en on place. va les garder longtemps, plus on en fait un vrai mode de vie, plus on est sauvé. Du coup, par rapport au sommeil, on a vu qu'il fallait absolument essayer de bien dormir, que c'était le préalable avant toute perte de poids. Quels conseils est-ce que tu donnerais aux gens qui nous regardent pour mieux dormir et améliorer leur sommeil ? Alors, visez de se coucher à 23h. Pas à minuit, pas à 1h du matin, pas à 2h du matin, bien évidemment. Le sommeil le plus récupérateur, il commence à 23h. Donc il ne faut pas rater cette étape. Écoutez son corps aussi. Quand on commence à avoir envie de dormir, quand on bâille, quand la tête commence à tomber, et quand on est devant la télé, on ferme la télé et on va se coucher. On n'est pas là à se réveiller devant la télé, à reprendre le film suivant. Non. D'ailleurs, la télé, c'est dans le salon, c'est pas dans la chambre. Donc, on vise 23h. Donc, il faut regarder un petit peu en amont. On dîne vers 20h. Voilà. 20h, on sort de table, il est à peu près 20h30. C'est très bien pour le film de 21h. Bon, je vous présente un cadre comme ça. Il ne faut pas considérer ça comme austère. Bien évidemment, on peut sortir le soir, etc. Mais je parle de la régularité. Ça structure quand même les habitudes. Absolument. Absolument, mais ça n'empêche pas qu'on parlait d'habitude tout à l'heure. Recevoir des amis, se coucher tard ou aller au resto, et puis revenir à minuit et se coucher 1h du matin. Bien sûr, ça peut arriver dans la semaine, bien sûr. Mais le plus souvent, il faut viser cette hygiène de vie et ne pas se coucher après minuit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Ne pas se coucher avant minuit. Nos anciens se couchaient bien avant minuit. Maintenant, on a les lumières, on a la télé, on a les téléphones, tout ce qu'il faut pour massacrer son sommeil. Autrefois, on se couchait quasiment avec les poules. Dès que la luminosité baissait, le corps, il est relié à la lumière. Et on pense que minuit, ça voulait justement dire le milieu de la nuit. Donc, il faut imaginer à quel... Bravo! Il se couchait vraiment très tôt. Et tu sais, on disait même minuit, c'était l'heure du crime.
C'est cette, et voilà. Et pourquoi? Parce qu'à minuit, les gens sont censés dormir profondément. Et c'est le moment où ils sont le plus vulnérables. Ben voilà. Non mais c'est vrai, on a tendance, plus ça va, plus on se couche tard. Mais oui, plus on sous-estime l'importance du sommeil. Tu sais, le sommeil, les gens pensent toujours que le sommeil, c'est juste un cerveau qui se repose, mais pas du tout. Pas du tout. C'est le moment où le cerveau se régénère. C'est le moment, au contraire, où les neurones travaillent encore plus. Il y a tout un petit travail pendant qu'on dort. Les neurones se détoxifient parce qu'ils se chargent de toxines pendant la journée. C'est pendant la nuit qu'ils font le ménage. Les petits lutins avec le balai dans le cerveau, c'est pendant la nuit que ça se passe. Donc les neurones se détoxifient, et de une. Et de deux, il y a tous les processus de mémoire qui se régénéraient. Parce que, en fait, pendant la journée, on suractive tous ces neurones, on les fait beaucoup trop travailler. Voilà, je cherchais le mot. On sursollicite. Donc, il y a des informations qui sont mises de côté. On gère l'urgence et on met de côté. Et c'est la nuit qu'on va s'occuper de ce qui a été mis de côté dans la journée et qu'on va le mémoriser. Donc déjà, on fait travailler sa mémoire la nuit. Donc on amplifie les choses qu'on va mémoriser. Et cette mémoire, on l'active la nuit. On détoxifie ses neurones, on les nettoie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on se protège du vieillissement cérébral. Parce que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer sont des maladies, alors surtout dans l'Alzheimer, où les neurones sont envahis de toxines, et en particulier de la protéine Tau, TAU, dans la maladie d'Alzheimer. Donc plus on fait le nettoyage dans notre cerveau toutes les nuits, plus on se protège de ce vieillissement cérébral, et plus on peut espérer finalement vivre en bonne santé cérébrale. Donc c'est pour ça qu'il se passe plein de choses dans le cerveau. Il y a la mémoire procéduriale, il y a le fait aussi, par exemple pour les sportifs de haut niveau. Voilà. Alors eux, dans la journée, ils répètent le même mouvement pour qu'il soit parfait. Eh bien, c'est pendant la nuit de fin de nuit, entre 3 heures du matin et 7 heures du matin, que cette mémoire procédurale, elle est retravaillée. C'est-à-dire que le cerveau va assimiler les gestes et que le lendemain, le mouvement sera encore mieux. Ça veut dire que les sportifs de haut niveau, il ne faut surtout pas qu'ils se lèvent à 5 heures du matin parce que chez eux, le sommeil de fin de nuit est particulièrement important pour cette mémoire procédurale. Maintenant, pour les acteurs, tous ces gens qui nous épatent parce que en 1 heure de spectacle, ils te parlent de tout ça, mon Dieu, tu mettrais un temps fou à retenir 5 minutes. Eux, ils te sortent. Cette mémoire littéraire, eh bien, elle se met en place surtout en début de nuit, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un acteur, il faut qu'il se couche avant minuit s'il veut bien retenir tous les textes qu'il apprend. Donc, c'est dire que le cerveau, la nuit, il fait un travail fantastique. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que ces phénomènes-là, et il y en a d'autres dont on n'a pas abordé, ils se passent que la nuit. Et donc, si vous ne dormez pas, ils n'auront pas lieu. Ils n'auront pas lieu et on ne le rattrape pas. C'est pas parce qu'on les rate 2 ou 3 jours dans la semaine qu'on se dit je vais récupérer le week-end. Non, jamais de la vie. Ce qui est perdu. Ça ne se récupère pas. Tout à fait. Et au demeurant, c'est encore pire de se dire c'est pas grave, je ferai la grasse mat, je me lèverai à 1 heure de l'après-midi le dimanche matin. Sauf que si on fait ça, déjà on a perdu la moitié de la journée, c'est un peu ballot. Et puis ensuite, comment arriver à se coucher à 22 heures quand on s'est réveillé à 13 heures? Impossible. Donc on ne va pas trouver le sommeil. Donc on va se coucher à 2 heures du matin le dimanche soir. Je ne vous raconte pas dans quel état on est le lundi matin quand il faut se lever à 7 heures et aller bosser. Donc penser que le week-end on va tout rattraper parce qu'on va faire la grasse mat, non. Une récupération, c'est 1 heure ou 2 de plus par rapport à un horaire habituel. J'ai l'habitude de me lever à 7 heures du matin en semaine. Le week-end, je vais me lever à 9 heures, mais pas à 13 heures. Il faut essayer de garder à peu près les mêmes heures de sommeil, les mêmes heures de réveil Exactement. Tout au long de la semaine. Régularité et quantité de sommeil suffisante. Et sommeil avant minuit. Je me couche à 23 heures au plus tard tous les jours de la semaine. Je peux faire quelques petites exceptions le week-end ou une fois de temps en temps, bien sûr. Il y a la vie sociale, évidemment. Donc ça, toujours avant minuit. Viser les 7 à 8 heures de sommeil en se couchant avant minuit et être dans la régularité. Et le week-end, si on récupère, on augmente juste 1 ou 2 heures le matin, mais pas plus. Est-ce que tu as d'autres conseils sur le sommeil à donner ou on passe... Oui, vas-y. Juste le dernier, pas faire de dîner copieux. Ce qui fait grossir, c'est de trop manger le soir. Non seulement ça fait grossir parce que c'est la nuit qu'on grossit, mais on va y revenir. Mais en plus de ça, ça altère la qualité du sommeil. Je ne sais pas si tu as expérimenté, mais si tu fais une grosse bouffe le soir et assez tard, tu n'arriveras jamais à trouver le sommeil. Tu ne vas pas pouvoir t'endormir avant 2 heures du matin.
Donc il faut manger léger le soir, éviter le café le soir, éviter l'alcool le soir, parce que ça compromet le sommeil. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on conseille, hein, d'éviter l'alcool le soir, parce que calories plus, donc prise de poids. Donc toujours, si on veut un bon sommeil, on s'y prépare à l'avance. Tu vois, toujours cette logique de mon hygiène de vie, je fais attention à moi. Hein. C'est pas non plus être hyper rigoureux, hein, et s'interdire toute fantaisie. C'est simplement prendre soin de son corps. Voilà. Donc, on se prépare. Le dîner, c'est 20h, 20h30. Et puis ensuite, on y va mollo. On fait pas sa séance de sport le soir. Hein. On y va mollo, on se prépare au sommeil et on va au lit à 22h30, 23h pour commencer à dormir dans une pièce fraîche, obscure, silencieuse. On prend son livre, sa liseuse pas trop réveillante, on évite la lumière blanche hyper stimulante. Le téléphone, on le laisse dans une autre pièce. Il ne s'agit surtout pas de regarder son Instagram ou Facebook dans son lit avant de s'endormir, parce que là, à tous les coups, on va mettre 2 heures avant de s'endormir, parce qu'on restimule la rétine, on réveille le cerveau. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est en forme. Et c'est en étant en forme après des bonnes nuits récupératrices qu'on est capable de passer à l'étape suivante, qui est l'activité physique. Ok, exactement. D'après toi, est-ce qu'on peut perdre du poids sans activité physique ? J'ai fait une sélection, on trouve plein d'articles sur Internet, il y a plein d'articles dans plein de journaux qui disent ça, perdre du poids sans faire du sport. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est impossible. C'est impossible. Pour une raison simple. Imagine quelqu'un qui brûle 1800 calories par jour. Bon. S'il ne fait pas du tout de sport, si tu lui fais un régime à 1500 calories, tu fais juste un déficit de 300 calories par jour. 300 calories par jour, waouh, tu vas perdre 1 kilo en 2 mois. Waouh, un pain au chocolat, 300 calories. Il suffit d'un rien pour que ton régime soit foutu en l'air. La frustration va être énorme. La frustration, c'est énorme, et puis l'efficacité, c'est niette. Alors que, si tu suis un régime entre guillemets, à 1500 calories, tu contrôles le gras, tu contrôles le sucre, tu mets des légumes à chaque repas, tu évites de manger trop de féculents le soir, tu en manges un peu à midi, bon bref, on reviendra là-dessus. Mais qu'en plus de ça, tu fais du sport régulièrement ou de la marche active. Marcher activement, tu brûles 250 calories. 300 calories même si tu fais un peu de fractionné. C'est-à-dire si tu cours un peu de temps en temps, tu fais ta marche rapide, et puis de temps en temps tu te mets à courir, puis tu te remets à marcher. Ça dépend en fait de chacun. Il y a ceux qui ont l'habitude de courir, ok. Puis il y a ceux qui n'ont pas l'habitude et qui aiment la marche. Marcher, c'est très bien. Donc ça va de 250 à 300 calories par heure et par jour. Bon. Donc si tu rajoutes ça, tu fais un déficit calorique de 300, tu rajoutes 300 calories de marche, ça fait déjà un déficit de 600 calories. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc non seulement tu es content parce que quand tu marches, tu te fais du bien, tu reviens, tu es en pleine forme. Et en plus de ça, tu perds 2 fois plus, 2 fois plus vite. Franchement, c'est tout bénef. Oui, parce que l'exemple que tu as pris au début avec quelqu'un qui faisait pas de sport, en fait, ça laisse aucune marge de manœuvre, aucun petit repas plaisir pendant le week-end avec des amis, etc. Et en plus de ne pas laisser cette marge de manœuvre, ça va faire une perte de poids qui sera très faible. Donc ça va te demander beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Tout à fait. Et là, on ne parle même pas de l'aspect santé, où on sait très bien que faire du sport, c'est bon pour la santé. Mais juste sur que la perte de poids, quelqu'un qui se dirait « moi, je m'en moque de la santé, je veux juste perdre du poids », c'est quand même prendre le chemin le plus dur. C'est, je sais pas, attaquer l'Everest par la face nord. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup plus simple. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon, on est fait pour bouger. Donc se dire je maigris rien qu'en mangeant rien, c'est une très mauvaise façon de raisonner. Ça n'aboutira jamais à rien. On va perdre du muscle, on va se carencer, on va se fatiguer, on aura peut-être perdu 1 kilo, après on perd plus, parce que le corps va s'adapter à ces faibles calories. Très bien, je reçois peu de calories, bon ok les gars, allez hop, on serre toutes les vannes et on va brûler très peu de calories. En réalité, la personne va perdre son kilo et après plus rien. Donc grâce au sport et à l'activité physique de tous les jours, de toute façon c'est un bon pari, parce que c'est comme ça qu'on va vivre le plus longtemps possible. Donc de toute façon, il faut parier sur les 3. Il faut parier sur le sommeil, sur l'activité physique et sur la qualité de l'alimentation si on vit longtemps et en bonne santé. On ne peut pas être en bonne santé en étant sédentaire. Je rappelle que c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. La sédentarité tue autant que le paquet de cigarettes quotidien ou l'élévation du mauvais cholestérol. La sédentarité, c'est un fléau. C'est énorme. Tous les ans, il y a des millions de personnes qui meurent à cause de la sédentarité. Donc c'est jamais un bon pari que de se dire je vais tirer ma flemme et je vais maigrir quand même. 3e cause de mortalité selon l'OMS, si je ne me trompe pas. Bravo Raphaël. Donc oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, de toute façon, c'est jamais un bon pari. Donc tous ceux qui vous promettent ça, c'est pour faire du buzz. Et puis c'est pour parier sur la facilité, sur l'attirant, parce que les gens sont de plus en plus flemmards. On aime bien, on vit de façon confortable. Et puis je dois dire que la société n'arrange pas les choses.
hein. On vous crève dans la journée, vous rentrez tard, multitâche, et puis bon, en plus on vous sert tout sur un plateau à la télévision, on vous intéresse, etc. Pourquoi aller sortir? Bon sang, je suis tellement bien dans mon canapé à regarder la télé, pourquoi j'irais me casser les pieds, à aller faire du sport, à mouiller ma chemise et à en baver? Vous voyez, il faut quand même, c'est dur, hein. Autrefois il y avait beaucoup plus de métiers actifs. Autrefois, c'était des métiers manuels. Le sport faisait partie même de la vie, de la journée. Maintenant, le sport s'ajoute à la vie professionnelle puisqu'il y a de plus en plus de métiers sédentaires. Donc, il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps, il faut trouver l'énergie. Les gens ont de moins en moins de sommeil, donc ils sont fatigués. Donc, c'est dur, hein. C'est pour ça qu'il faut tout retravailler. Et c'est pour ça qu'en retravaillant le sommeil, en retrouvant de l'énergie, on retrouve la capacité à bouger. Et en ayant ce déclic, on se dit « Waouh, j'ai la forme, j'ai envie de me dépenser », on va trouver le moment et le moyen de bouger davantage. On peut trouver franchement une heure de marche, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si tu as vu là, avec le Covid, il y a eu donc l'émergence du télétravail. Oui. Et on pourrait se dire que du coup, ça libère du temps pour pouvoir faire du sport. Et très souvent, c'est pas ce qu'on remarque. Et moi, je reçois des patients en consultation, quand on regarde sur leur smartphone ou sur leur montre le nombre de pas qu'ils font sur une journée de télétravail, c'est abyssal. Ils font 400 pas, 500 pas dans la journée. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en fait, ça aurait pu être une opportunité. Et en fait, non, ça vient encore plus s'ajouter et rajouter la sédentarité dans la journée des personnes. Exactement. Tu sais, c'est comme les gens qui sont à la retraite. À partir de 65 ans, combien j'en vois qui arrivent paniqués en disant oh, « j'arrête pas de grossir, aidez-moi ». Je leur dis « mais qu'est-ce que vous faites de votre journée ?» Bon, déjà, ils se lèvent à 9-10 heures parce qu'il n'y a plus de contraintes pour aller au boulot. Bon. Après, le ménage, le jardin, machin. Ensuite, on prépare le déjeuner, voilà, pour le conjoint, etc. L'après-midi, on va faire des courses, etc. Puis le soir, on prépare le dîner. Bon. Et puis alors, l'heure de sport, je sais pas, alors qu'ils ont le temps. Donc il faut y penser, il faut avoir le déclic. L'heure de sport, c'est dans l'agenda, c'est presque même tous les jours. Allez hop, c'est l'heure, j'y vais. Bien sûr. C'est le geste santé. Ils viennent te voir en te disant « aidez-moi » mais ils ne s'aident pas eux-mêmes en réalité. Mais c'est ça, ils attendent beaucoup trop des autres. C'est tellement facile de se réapproprier sa propre santé avec des choses simples. Quoi de plus simple que de s'acheter une bonne paire de chaussures de sport, hein. Hop, la tenue qu'il faut. On peut se faire plaisir aussi, hein, pour se faire belle ou beau, pour se donner envie. Voilà. On peut se faire la petite montre connectée ou calculer ses pas aussi. Quand tu parles de 500 pas, mais c'est rien. Il en faut 10 000 par jour. 10 000. C'est 1 heure de marche active. Alors quand on bosse, on n'a pas le temps et quand on est en retraite, on n'y pense pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc non, il faut vraiment s'en faire une discipline. Je dois bouger, ça doit être une obsession. Et c'est vrai que ce nombre de pas, moi ça me paraît un peu bête, mais bon, ma maman par exemple que je tanne et du coup maintenant elle va marcher tous les matins. Et l'autre jour elle me disait « Ah mais j'ai oublié mon téléphone, du coup il n'y avait pas mes 10 000 pas ». Et je lui dis « Mais tu t'en moques, t'es quand même allé marcher 1h30 donc ils sont faits ». Et elle me dit « Ah oui mais non mais moi j'aime bien qu'ils soient sur l'application etc. » Donc en fait, alors t'as une maman moderne, hein. Mais donc en fait chez certaines personnes ça permet aussi d'être un peu la récompense et ça peut être bien utilisé. Mais oui, c'est un côté un petit peu gadget, mais c'est plaisant. Oui, tout à fait. Moi, je connais des gens. Ah, tiens, aujourd'hui, oh mince, j'ai fait que 8000 pas, il m'en manque 2000. Allez, je ressors. Il faut que j'ai mes 10 000. Bon, ben voilà, hein, chacun fait comme il veut, hein, et comme il peut. Mais le mouvement. Donc, c'est un gage de santé. On peut différencier deux types, un petit peu. Oui. L'activité cardio, qui fait transpirer, plutôt basse intensité, mais qui dure un peu dans le temps. Oui. Et le renforcement musculaire, où on va plus faire fonctionner les muscles, souvent. Oui. Bon. Alors, tu vois, moi, quand il s'agit de perte de poids, je recommande d'abord le cardio. Parce que quand tu fais du cardio, tu brûles tout de suite les calories. Tu tapes dans le gras. C'est 1 heure de cardio quand même. Hein. Donc du tapis, du vélo, du rameur. Hein. Tu fais d'abord le cardio parce que tu vois tout de suite les résultats. Hein. Tu dors bien, tu as la pêche, tu fais du cardio tous les jours. Marche rapide, du fractionné, ou de la course, ou en salle de sport, du vélo, du tapis, ou de l'elliptique chez soi. Bref, il faut viser dans un premier temps. Chacun fait comme il peut. Hein. D'ailleurs, je répète, quand on a été sédentaire toute sa vie, on va voir son médecin pour un check-up médical. On s'assure que le cœur il est capable de tenir le coup, hein, parce que dès qu'on bouge un peu, on a le palpitant qui monte. Hein. Donc, il faut s'assurer que sur le plan médical, c'est possible. On va voir son cardiologue, son médecin, prise de sang, électrocardiogramme, échographie cardiaque. Tout va bien, vous pouvez y aller. Parfait. Donc, on y va. Et donc, on commence le cardio. Alors, le cardio, quand tu manges, après, quand tu bouges, tu brûles tes calories tout de suite. Donc à un moment donné, tu vas taper dans le gras. Si en plus tu manges bien, on verra ça dans un 3e volet, tu fais bien les choses, tu as très vite des résultats. Tu peux perdre facilement 1 kg, 2 kg, ça dépend des gens. Les hommes maigrissent plus vite que les femmes, surtout quand ce sont des gros mangeurs. S'ils se mettent à tout corriger, ouf, ils peuvent perdre 4 kg en un mois.
La femme qui aura déjà tout un passé de beaucoup de régimes, elle va maigrir plus difficilement. Mais si on fait bien les choses, 1 à 2 kilos dans le mois, c'est bien. On a préservé ses muscles, on n'a pas de carence, on tape dans le gras, c'est parfait. Et une fois qu'on a commencé à maigrir et qu'on mange bien, après on peut commencer à faire du renforcement musculaire. Parce que si tu commences par le renforcement musculaire et que tu augmentes ta masse musculaire, bien sûr c'est très bien, tu as plus de muscles, tu vas brûler plus de calories dans ton corps même quand tu es au repos, parce que tu remontes le niveau de la chaudière, mais tu vas prendre du poids. Et ça, c'est un petit peu déstabilisant pour la personne parce qu'elle fait du sport, elle fait du renforcement musculaire, elle regarde sur sa balance et au bout d'un mois, qu'est-ce qu'elle voit? Mince! Soit elle n'a rien perdu du tout, soit elle a pris 500 grammes ou 1 kilo. Et ça, c'est déstabilisant. Et bien voilà, et t'as beau lui dire, ouais, c'est probablement du muscle. Oh ben non! Ce que les gens cherchent, c'est que la balance, le chiffre baisse. C'est pour ça que je dis, dans un premier temps, faites d'abord du cardio, jusqu'à ce que vous ayez perdu votre premier ou votre deuxième kilo. Et ensuite, dans vos séances en salle de sport ou à la maison, vous faites ensuite mi-cardio, mi-renforcement musculaire, ou alors des jours que cardio et 2-3 jours que de renforcement musculaire. Parce que là, après, c'est du long terme. Plus vous faites augmenter la masse musculaire, plus vous réaugmentez le métabolisme de base. Donc dans les bienfaits du sport, il y a 2 choses. Je brûle tout de suite mes calories avec le cardio, je vois tout de suite les effets sur mon poids et je fais du renforcement musculaire après. J'augmente ma masse musculaire, j'augmente mon niveau de dépense énergétique, j'augmente mon métabolisme de base, j'augmente le niveau de la chaudière et donc je vais brûler plus de calories même quand je serai assise dans mon fauteuil. Voilà. Pour que ce soit bien clair, le métabolisme, en fait, c'est l'énergie que notre corps et que certains tissus de notre corps vont brûler même quand on fait rien. Ah oui. Et en fait, là, le muscle, là, tu vois, on brûle les calories parce qu'on reste en vie. Ben oui, on a le cœur qui bat, on respire, rien n'est gratuit dans le corps humain. Exactement. Ça pompe des calories, tout ça. Et la graisse, elle est beaucoup plus inerte, elle dépense beaucoup moins d'énergie que le muscle. Ah, tout à donc fait. c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un petit peu plus de muscles que de graisse, Absolument. parce que du coup, après, la machine, elle dépense plus d'énergie pour s'auto-entretenir et donc on brûle un peu plus de calories. On a intérêt à avoir de plus en plus de muscles. C'est comme ça qu'on maigrit aussi dans un deuxième temps. C'est pour ça que le renforcement musculaire est important. Il ne faut pas faire que du cardio. Le cardio, c'est bien au début pour perdre en gras, mais le renforcement musculaire, c'est absolument nécessaire après. D'abord parce qu'au fil des ans, ce n'est pas acceptable de perdre tous les muscles qu'on a. Je rappelle qu'à 80 ans, un homme a perdu 80% de la force musculaire de son quadriceps. C'est énorme. Un homme sédentaire. Un homme sédentaire. Alors que si toute sa vie, il a continué de marcher, de faire du sport régulièrement, et encore une fois, je rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, eh bien, il aura préservé au mieux sa masse musculaire. On sait que le renforcement musculaire permet largement de réduire cette sarcopénie, cette fonte musculaire au fil du temps. Donc, s'il y a une personne qui en faisait, il faut absolument qu'elle continue, ça c'est clair. Mais même si quelqu'un n'en faisait pas, il faut qu'elle commence à n'importe quel âge, à 30, à 40, à 50, à 60, à 70. Et il y aura des gains à 90, il y aura des gains à n'importe quel âge. Les gains, ils seront proportionnels. C'est sûr qu'il y aura moins de gains à 90 qu'à 20, mais il y aura des gains et donc il faut aller les chercher si la personne en a envie. Tu vois, dans mon quartier, je vois très souvent passer un monsieur, je ne sais pas à quel âge il a, je n'ai jamais parlé avec lui, mais un jour, je sais pas, je vais courir à côté de lui, parce que je crois qu'il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Lui, il est branché, là, et tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, tous les jours, il court, à petite foulée, franchement, quand je le vois, je pense qu'il a plus de 75 ans. Avec ses petites haltères aussi, comme ça, parce qu'en plus, il fait travailler ses bras, tout en courant, à petite foulée, tous les jours. Mais il n'y a pas un poil de graisse, il a des jambes vraiment musclées, c'est génial, voilà. Bon, je ne connais pas sa santé, je ne sais rien, mais je sais qu'il a raison. Et il a raison, et en fait, tous les jours, alors ça peut être tous les 2 jours, etc. Mais ce qui est important, c'est que c'est une habitude. Et on le disait au début, ça fait partie de sa routine, et maintenant, c'est comme se laver les dents, etc. Ça fait partie de sa vie. Tout à fait. Et il ne décide pas à un moment de faire du sport pendant 3 mois avant l'été pour perdre du poids. Non, c'est tout au long de l'année, tout au long de sa vie, il s'entretient de cette manière. Absolument. Alors, normalement, une personne qui est en retraite, elle ne devrait pas avoir de problème pour le faire. Le gros problème, il se pose pour les gens qui bossent. Et les gens, les femmes, les hommes qui ont des familles, il faut déposer les enfants à l'école le matin, il faut aller les récupérer le soir. J'ai un patient comme ça qui a pris 20 kilos depuis qu'il s'est marié et qu'il a des enfants. Parce qu'avant, tous les soirs, il allait à la salle de sport. Maintenant, c'est madame qui dépose les enfants à l'école et c'est lui qui les récupère le soir. Et comme il les récupère le soir en sortant de son bureau, il les prend à la maison ensuite. Après, il s'en occupe à la maison. Et voilà. Et donc, plus le temps de faire du sport. Il a pris 20 kilos en 6 mois. Voilà. Donc, il faut s'arranger, il faut être conscient de ça et se dire non.
c'est formidable, les enfants, etc. On va s'arranger entre nous. Peut-être qu'à ce moment-là, 3 fois dans la semaine, il faut prendre quelqu'un pour aller chercher les enfants et se libérer si madame ne peut pas s'arranger au niveau du boulot pour aller... Vous voyez, on peut toujours trouver des solutions, mais il faut être conscient du problème. Hein. Il y a énormément de contraintes dans la vie à l'heure actuelle. Les femmes, maintenant, elles ne sont plus à la maison, et tant mieux. Hein. Elles travaillent, elles aussi, mais ça a bouleversé beaucoup de choses. Ça a bouleversé beaucoup de choses. Hein. Donc, et c'est très bien comme ça, mais il faut s'adapter à une nouvelle situation. Donc, il faut trouver à situations différentes, solutions différentes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence mon boulot à 10h, je termine à 20h. Bon, ben, le matin, j'ai le temps d'aller faire mon jogging ou ma marche à pied ou de faire mon elliptique que j'ai à la maison. Je le fais plutôt que de rester dans mon lit et de me lever à 9h. Bon, au moment du déjeuner, j'ai la chance, dans mon entreprise, on a une salle de sport. Bon, ben, plutôt que de rester 1 heure à parler avec les collègues au restaurant d'entreprise, je me prends ma demi-heure, je vais à la salle de sport et je garde ma demi-heure, c'est tout à fait suffisant pour aller manger au resto d'entreprise après. Voilà. Ou alors je sors plus tard, il fait jour encore, eh ben, j'ai le temps d'aller faire ma séance de sport, etc. Bon. Et puis je me prévois 3. Puis il y a les week-ends aussi. Hein, il y a les week-ends. Donc là, le week-end, ben, je fais du sport le samedi, je fais du sport le dimanche. Et déjà, s'il y a une séance de sport le samedi, une séance le dimanche, ben, il peut y en avoir une dans la semaine, ça en fait 3. Qu'est-ce que tu conseilles un petit peu comme, parce que les gens aiment bien comme ça avoir des choses très pratiques, Oui. Et je sais que ça a des limites, mais au moins ça donne une idée comme quantité de sport un petit peu. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles pour une personne qui voudrait perdre du poids un petit peu en activité cardio et en renforcement musculaire? Quelque chose un petit peu de type pour commencer à avoir des résultats? Tu veux dire en nature de sport? En quantité. En quantité? Ouais. Ben, déjà, il faut tenir compte de soi-même. Hein. Quand on est sédentaire, on est au bout de sa vie, au bout de 30 minutes, sur un tapis, force 4. Bon, par contre, si on a déjà l'habitude... Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je vois des patients qui ont 10 kilos de trop par rapport à la normalité, entre guillemets, mais qui sont en parfaite santé. Et je vois des gens aussi qui font des performances extraordinaires en salle de sport, alors que manifestement, tu vois le petit ventre, tu vois les fesses rebondies, tu vois les cuisses, etc. Mais ce sont des gens qui ont une masse musculaire imposante et qui ont des très belles performances. À l'inverse, tu peux avoir des gens qui sont minces et qui sont complètement essoufflés au bout de 30 minutes sur un tapis. Donc tu vois, ce n'est pas le poids qui décide de tout. Et ces gens qui ont quelques kilos en trop sont en très bonne santé. Et tu fais une prise de sang, pas de diabète, pas de cholestérol, la tension est normale, ils sont en parfaite santé. Ils s'obligent à bien manger, mais chez eux c'est une seconde nature, ils aiment ça, ils mangent des légumes. Ils ont pris des kilos pour des raisons X dans leur vie, ça peut être les hormones, ça peut être une maladie, ça peut être de la malbouffe, bon, ça s'est passé comme ça, hein, bon bref. Mais maintenant ils ont trouvé un équilibre de vie. Donc tu peux être sportif, en surpoids modéré, mais bien manger et bien dormir, et être en très bonne santé. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un chiffre sur la balance qui décide de ta santé et de ton comportement. Ce n'est pas parce que tu as 5 kilos à perdre par rapport à une normalité qui t'est imposée par la société qu'il faut te jeter sur le premier régime à la noix qui va au contraire te déséquilibrer, qui va te faire perdre du muscle, qui va te fatiguer, tu vas faire moins de sport et paradoxalement ça va t'abîmer la santé. Voilà, ça c'est une précision que je voulais apporter, c'est une bonne nouvelle. On peut être en surpoids modéré et pas avoir besoin de maigrir si on dort bien, si on bouge et si on mange bien. Par contre, si on est en situation d'obésité, hein, c'est un IMC supérieur à 30, là on divise le poids en kilos sur la taille en mètres carrés. Hein, s'il est supérieur à 30, ça l'obésité c'est une maladie, on ne peut pas être en bonne santé. Donc oui, là il faut revoir son alimentation, il faut travailler, il faut se donner toutes les chances de maigrir. Mais par la napsothérapie en faisant bien les choses, hein, donc les trois domaines. Et donc, pour bien répondre à ta question, chacun fait comme il peut. Hein, et encore une fois, il faut être à l'écoute de son corps. Si on a été sédentaire pendant des années, qu'on s'y met après un check-up médical, ben, on commence par 30 minutes. Mais ce qu'il faut, c'est la régularité. Tu fais 30 minutes de tapis tous les jours ou un jour sur 2, parce qu'il faut tenir compte du boulot et des horaires et des contraintes. Bon, ben, tu commences par 30. Tu t'es essoufflé, tu t'arrêtes. Bon, ben voilà, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ceux qui ont des programmes d'enfer à côté, le gars qui rame à fond la caisse, l'autre qui se fait. Non, chacun fait comme il peut. Et puis 2 jours après, tu reviens, et là tu t'aperçois que tu peux faire 45 et que tu es moins essoufflé. Le corps a des capacités d'adaptation phénoménales. Hein, il peut faire beaucoup de choses, ton corps, il faut être à l'écoute, il ne faut pas le brutaliser. Le pire, ce sont les gens qui se mettent, ils disent « Allez hop, il faut que j'y aille tout de suite ». Et donc, ils vont s'inscrire en salle de sport, y aller tous les jours, et paf, tendinite, déchirure musculaire, ils en ont fait trop et trop brutalement. Donc, il vaut mieux faire les choses progressivement. Très progressif. S'écouter, être bien. Alors, pas faire trop doux non plus, hein, parce qu'il ne va rien se passer quand même. Hein. Il faut se pousser, sortir un petit peu de sa zone de confort, en étant un peu essoufflé, et en faire toujours un petit peu plus. Ça, c'est, en étant bien conseillé. Ça, c'est très important, parce qu'en fait,
Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'il y ait les deux paramètres. Il faut au début commencer gentil, quelqu'un qui est sédentaire, Oui. parce que sinon, effectivement, on risque d'aller vers une blessure, trop vite, trop fort, après avoir fait trop longtemps, trop peu. Et ça, c'est la porte ouverte à une blessure. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même que ça soit suffisamment intense pour Oui. engendrer une fatigue, engendrer une dépense Oui. énergétique. Et donc, Oui. il faut réussir à manager les deux. Il faut Oui. réussir à se dire, d'accord, je commence gentil, Oui. mais il y a un moment, il faudra que ça soit fatigant. Oui, absolument, absolument. Il faut progresser. Parce que si c'est pour être toujours dans ces 30 minutes de tapis tranquille, cool, il ne va pas se passer grand-chose. Non. C'est étape par étape. Hein, il faut progresser. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit coach comme ça qui vous regarde en disant bon, ben voilà, là, je pense que tu peux aller quand même un petit peu plus loin. Je pense que tu peux forcer un petit peu plus. Je pense que tu peux maintenant passer à cet exercice-là qui va faire travailler d'autres groupes musculaires. Il faut sortir de sa zone de confort. Ouais, tout à fait. Stop, information capitale. Ne loupez pas les tips de GGRAF, notre newsletter exclusif où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Et en plus, c'est totalement gratuit. Chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous juste ici. Et si le contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment. Allez, revenons à notre discussion. Par contre, tu vois, toutes ces séances où on te fait pédaler à fond la caisse extrêmement brutalement, je ne suis pas pour. Chez des gens qui ne sont pas entraînés, c'est une catastrophe. Il faut commencer doucement. Quand je vois ces salles de sport où tous les gens sont mélangés, tu as des gens de tout âge, sans qu'on sache quels sont leurs problèmes de santé et qu'on les fait pédaler à fond la caisse sans savoir s'il y a des contre-indications ou pas, moi je me dis, mon Dieu, mais ils vivent dangereusement. Hein. Cette salle de sport, elle vit dangereusement parce qu'il peut y avoir un accident cardiaque, il peut y avoir une crise d'asthme, il peut y avoir des palpitations, des troubles du rythme. Enfin, c'est dangereux. Hein. C'est ce qu'on disait, le mieux quand même avant de se remettre au sport, un check-up chez le médecin. Tout à fait. Et comme ça, Connaître ses limites. tout va très bien et on peut y aller sereinement. Exactement. On attaque l'alimentation ? Oui. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, le corps, c'est un petit comptable. Il fait la différence entre ce qui rentre comme calories, ce qui sort comme calories. Et à partir de là, il regarde si soit on prend du poids, soit on perd du poids. Tout à fait. Et il y a aussi le moment où on consomme ces calories. Car je le répète, c'est la nuit qu'on grossit. Donc en fait, il faut bien manger le matin, bien manger à midi et dîner léger le soir. Ça, c'est la base de la perte de poids. Or, je vois qu'il y a des régimes qui disent exactement l'inverse. Le jeûne intermittent, par exemple, c'est vous sautez le petit-déj, vous mangez à midi et vous mangez bien le soir pour tenir le coup jeûner pendant 16 heures. Donc ça, c'est pas du tout physiologique. Donc le jeûne intermittent, ça va pas dans le sens de l'histoire du corps humain et de la physiologie humaine. Donc, dans la journée, on brûle des calories. Donc, il faut commencer la journée en mangeant bien. Donc un bon petit déjeuner. Alors, quand je dis bon petit déjeuner, ça ne veut pas dire beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Ça veut dire manger sainement, c'est quoi ? C'est du pain ou des biscottes ou des céréales peu sucrées. Bon, c'est toujours un produit laitier, du lait ou un yaourt ou du fromage blanc. Nature, pas sucré. On rajoute un fruit. Et d'ailleurs, le bol de fromage blanc avec le fruit coupé, un fruit, c'est délicieux. On est en pleine saison des pêches. On prend 2 pêches, on coupe en morceaux, on met dans le fromage blanc. Il y a le goût sucré de la pêche qui entre en harmonie parfaite avec le fromage blanc. On rajoute un petit peu de flocons d'avoine et des amandes. On se prend un café ou un thé à côté. Waouh! Et ben voilà, ça c'est... Super petit déjeuner. Eh ben c'est un super petit déjeuner. Alors ça c'est plutôt féminin comme petit déjeuner. Monsieur préférera peut-être ses tranches de pain, le beurre, la confiture, le café. Là aussi, il n'y a pas photo. Avec du pain tradition. On évite les pains industriels, la baguette classique, là, mais on prend du pain tradition ou des pains aux céréales, légèrement beurrés, un peu de confiture ou un peu de miel. Il est sympa mon régime, Pas mal. Un peu de confiture, un peu de miel. Ça donne envie. Eh ben oui, un petit yaourt à côté ou du fromage blanc, ou un café au lait, ou un chocolat chaud aussi, il n'y a pas de problème. Et puis un fruit, et on a fait un repas complet. Alors pourquoi c'est important de bien manger le matin ? D'abord parce qu'on est en forme. Deuxièmement, on n'a pas envie de grignoter à 11 h parce que les gens qui sautent le petit-déj ou qui partent juste avec un café et 2 biscuits, je peux t'assurer qu'à 11 h, l'estomac il commence à manifester son mécontentement. Et là, dans ce cas-là, oh là là, je ne vais pas manger avant 13 h, j'ai faim. Et hop, au distributeur, on va se prendre une barre céréalière où on prend des biscuits, des gâteaux qui traînent sur les bureaux. Et ça, c'est pas bien. Donc, petit déjeuner, rempart du grignotage de la matinée, en plus il est complet, on a la pêche. Le déjeuner arrive, vers 13 h à peu près. Là aussi, il faut faire un déjeuner complet, parce que c'est le repas le plus important de la journée. Le déjeuner, c'est pas le dîner, c'est le déjeuner. Pratiquement la moitié des apports nutritionnels de la journée. Alors un déjeuner complet, c'est quoi ? C'est un plat principal, de la viande, du poisson ou des œufs, et puis légumes et féculents.
Moi, j'aime bien partager les deux dans l'assiette parce que ça habitue les gens à manger des légumes. Parce que s'ils prennent que des féculents, des frites, du riz, des pâtes, avec la viande ou le poisson, qu'est-ce qui me dit que le soir, il y aura des légumes? Il y aura peut-être de nouveau des féculents. Et du coup, il n'y aura pas eu assez de légumes dans la journée. Donc c'est très bien au moment du déjeuner de prendre l'habitude de prendre des crudités en entrée. En plus, ça abaisse l'index glycémique du repas. Et des légumes en accompagnement des féculents. Donc crudité si on a la possibilité. Plat principal, viande, poisson, œufs. Pour les végétariens, des œufs ou des lentilles ou des légumes secs avec des légumes. Il faut après tout pour tout le monde. Hein. Et puis, deux desserts. Deux desserts, c'est-à-dire pain et fromage. Sympa, hein? Ou alors laitage. Yaourt ou fromage blanc. On évite les laitages sucrés ou les laitages aux fruits, parce que quand on prend un yaourt aux fruits, on ne sait pas que l'industriel, il a mis peu de fruits, mais surtout beaucoup de sucre. Donc il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre dans un pot de yaourt aux fruits ou de 2 morceaux de sucre, il faut le savoir. Donc c'est quand même mieux de prendre un yaourt nature et de manger des fruits avec. Comme ça, on n'a pas de sucre ajouté et on a un bon fruit au dessert. On peut prendre un thé ou un café après, ou un petit carré de chocolat noir, il n'y a aucun problème. Ensuite, c'est parti pour l'après-midi. Très bien. Comme on n'a pas mangé trop gras et trop sucré, on est en forme. On n'a pas le gros coup de pompe post-digestion lourde. Et puis vers 16h, l'estomac s'est vidé. Et l'estomac vide, il appelle à être rempli. Donc il va sécréter une molécule qui va arriver au niveau du cerveau. Ça s'appelle la gréline. Et va dire « Oh oh, il y a un estomac vide là dans le coin. Il faudrait quand même quelques calories qui arrivent. » Parce que le corps, il brûle des calories en permanence. Donc le cerveau va dire « Ah ouais, c'est peut-être pas mal » et il va déclencher la sensation de faim. D'où la petite faim de 16 heures. C'est tout à fait légitime de prendre une petite collation l'après-midi. Alors la collation saine et adaptée quand on veut perdre du poids, c'est pas la moitié du paquet de biscuits. C'est pas évidemment non plus la moitié de la plaquette de chocolat. On s'en doute bien. Et donc ça va être quoi? Ça peut être un fruit ou deux. Ça peut être aussi des amandes. Les amandes, c'est extraordinaire. Ça, je les conseille à tous mes patients. Mangez des amandes l'après-midi, une bonne poignée d'amandes, en plus du fruit, parce que ça cale. Ça apporte plein de choses, de la vitamine E, du magnésium, du potassium, des vitamines du groupe B, des protéines d'origine végétale. C'est extrêmement riche et ça cale. Donc ça, plus un bon fruit frais de saison. Moralité, le soir, 20h, l'heure du dîner, on a une petite faim, mais raisonnable. On n'a pas envie de se jeter sur le pain et le fromage avant de manger. On n'a pas envie d'un bœuf bourguignon puré, d'aneth au chocolat, pain, fromage, tout ce qui peut nous caler. Non, on a une faim raisonnable. Et dans ce cas-là, comme en plus il faut manger léger le soir parce qu'après on va dormir, donc il faut éviter de manger du gras et du sucre le soir. Donc on sera viande si on n'a pas mangé à midi, poisson si on a mangé de la viande à midi, ou des œufs si on a mangé de la viande ou du poisson à midi. Donc une omelette par exemple, avec des légumes, ou une salade verte, ou une belle salade composée avec 1 ou 2 œufs durs. On met des légumes partout dans l'assiette. Un filet d'huile d'olive, des épices, un œuf dur, ou alors du thon, ou une dinde de saumon froid. Là c'est facile, là, il y a les tomates, il y a les concombres. Mais manger, oui, c'est facile. Hein. Mais franchement, c'est rapide, et ça peut être très gourmand. Ensuite, on enchaîne, on évite pain fromage le soir parce que c'est gras. Donc pain fromage, c'est plutôt à midi. Donc on évite plutôt donc le pain le soir, on évite les féculents et le pain. On prend un yaourt ou du fromage blanc, on termine par un fruit. Autrement dit, c'est ce que j'appelle le cétogène alternatif. Je sais que le cétogène, ça a la cote en ce moment. Mais un cétogène toute la journée, c'est pas possible. Le principe du cétogène, c'est quoi? C'est que je mange aucun féculent, pratiquement aucun fruit, pratiquement aucun légume, rien de ce qui peut m'apporter des glucides. Parce que comme ça, si je ne mange pas de glucides du tout, je ne vais pas sécréter d'insuline. Or l'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer le glucose dans les cellules pour faire du gras. Donc, moralité, pas de glucides, pas d'insuline. Moralité, il faut bien que je mange quelque chose, je vais manger du gras, du poisson, de la viande, etc., de l'huile, du beurre, de machin, des produits laitiers au lait entier, etc. Tout ce bon gras, même la charcuterie, tout ce bon gras que je mange, du coup, je ne vais pas grossir puisqu'il n'y a pas d'insuline pour faire rentrer ce gras dans mes cellules. Bon, premièrement, dur. Socialement, c'est très dur. Bah oui, quand on va au resto et dire « Ah ben moi je prends juste un steak. » Bon. Bon. Deuxièmement, c'est complètement antiphysiologique. Le premier carburant de la cellule, c'est le glucose qui vient du pain, c'est un dérivé de la digestion de l'amidon, du pain, des féculents, etc. Il faut des fruits, etc. C'est complètement antiphysiologique, donc on ne dure pas longtemps avec un cétogène. Troisièmement, carence plus, donc fatigue et perte de muscle. Donc c'est un régime qui ne va pas du tout. À ça, on maigrit très vite. À ça, on n'a pas faim.
Mais alors après, quand on s'arrête, il n'y a pas de yo-yo pondéral plus rapide qu'avec un cétogène. Donc tous les gens vous le diront, j'ai fait un cétogène, j'ai beaucoup maigri, mais j'ai tout repris et j'ai repris plus. Donc c'est vraiment pas la peine de s'embêter, on ne fait pas un cétogène complet. Par contre, on fait un cétogène alternatif, tel que je l'enseigne moi et que je l'explique, c'est-à-dire que le pain le matin, oui, le riz ou les pâtes à midi avec les légumes, oui, par contre le soir, non, pas de féculents, pas de glucides le soir, comme ça on ne sécrète pas d'insuline pendant la nuit et donc on ne stocke pas. Hein, et donc la nuit, les calories, on ne les stocke pas, on ne grossit pas pendant la nuit. Et comme on fait à côté ce qu'il faut, on va maigrir, sans se carencer et sans perdre de muscle. Donc c'est pour ça que je le baptise le cétogène alternatif, dans le cadre de mon programme de napsothérapie pour perdre du poids. C'est le napso-régime en fait, ou régime napso. Cétogène alternatif, c'est uniquement le soir. Voilà. Et dans ce cas-là, la nuit on dort bien, on a mangé léger, on a un bon sommeil, on n'a pas fabriqué d'insuline, donc on n'a pas stocké la nuit. Voilà. Et on ne se prive pas de manger du pain ou des féculents le matin au petit déjeuner et à midi. Voilà. Donc, il peut être suivi tout au long de la vie. Là, c'est très complet. Hein. Les gens, je pense, pourront remettre la vidéo peut-être un peu moins rapide parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais tu as fait tous les repas en donnant des assiettes types, etc. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses. Oui. Donc, beaucoup d'informations pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Peut-être qu'on peut faire un petit focus sur les protéines, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'activité physique, du fait que c'était important d'avoir des sources de protéines pour ne pas perdre de poids. En plus, on se rend compte que pour des raisons écologiques, c'est vrai qu'on a tendance à moins consommer de protéines. Oui. Et on est tous sensibles et ça peut se comprendre. Mais par contre, au niveau santé, il faut qu'on ait des apports en protéines. Oui. Et on ne peut pas simplement enlever la viande. Il faut qu'on réfléchisse par quoi la remplacer. Et peut-être qu'on pourrait faire un petit focus là-dessus. Tout à fait. Le corps a besoin de protéines. 60 à 80 grammes de protéines par jour, ça fait partie de l'équilibre alimentaire et le corps a besoin de protéines parce que les protéines sont partout. Les protéines sont dans les muscles, les protéines sont dans le cerveau, les protéines ce sont les anticorps aussi, ce sont les défenses immunitaires et oui, j'ai parlé des muscles aussi. Donc on ne peut pas se passer de protéines. Or, je vois quand j'interroge mes patients que beaucoup de patients font ce qu'il faut à midi, de la viande ou du poisson ou des œufs ou des lentilles, etc. parce qu'il en faut pour tout le monde, mais le soir ils sont plutôt végétariens. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bon, il faut manger encore de la viande le soir ou encore du poisson, ça fait pas beaucoup tout ça ?» Ben non, parce que quand on est en manque de protéines, on perd du muscle. Et si on perd du muscle, on s'affaiblit. Et si on s'affaiblit, on ne dépense pas assez de calories et donc on grossit. Donc indirectement, quand on ne mange pas assez de protéines, on grossit. Donc il faut un apport de protéines suffisant, ce d'autant surtout alors, à tous les repas, et je vais expliquer comment. Et puis surtout après la séance de sport, parce que quand on fait bouger ses muscles, les muscles sont en demande, ils fixent beaucoup mieux encore les protéines de la viande ou du poisson ou des œufs ou des lentilles. Les muscles les fixent beaucoup plus quand ils ont travaillé juste avant. C'est ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. Exactement. Donc quand tu marches, quand tu fais du sport, dans les 2 heures qui suivent, au repas qui suit, tu manges des protéines. Alors, les sources de protéines, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les légumes secs. Il n'y a pas de protéines dans les légumes, il n'y a pas de protéines dans les fruits, hein, mais il y en a en revanche dans les féculents, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les produits céréaliers et surtout les légumes secs qui sont des sources extraordinaires de protéines. Pois chiches, lentilles, haricots. Fèves, pois cassés, exactement, et flageolets. Donc oui, vive les légumes secs. Et les végétariens en mangent beaucoup et c'est très bien. Ils remplacent la viande et le poisson par les légumes secs. C'est une excellente idée. Voilà, donc on en mange mais en quantité raisonnable. Alors, pour avoir un apport suffisant de protéines, le matin au petit déjeuner, produits laitiers. On ne va pas manger de la viande ou du poisson. Par contre, il y a des gens qui aiment manger des œufs le matin. Il y a des gens qui sont plutôt au petit déjeuner salé. Donc si on aime et si on n'a pas une élévation du cholestérol dans le sang, hein, eh bien on pourrait manger 2 œufs tous les jours. On pourrait se faire 2 œufs sur le plat le matin au petit déjeuner, ou une petite omelette de 2 œufs, ou un œuf dur. Hein. Moi, par exemple, dans ma patientèle, j'ai des gens d'Europe de l'Est qui aiment bien le matin manger des œufs. Ils sont plutôt salés. Pain, fromage, œufs, voilà. Et donc, voilà. En France, on est plutôt sucré comme petit déjeuner. Donc, protéines, on sera à l'étage, lait, yaourt, fromage blanc, 8 grammes de protéines dans un tout petit pot de 100 grammes. C'est beaucoup. Donc, c'est une très bonne source de protéines. Ou alors, l'œuf, quand on est plutôt petit déjeuner salé. À midi, source de protéines, la part de viande. Viande ou poisson. 100 grammes pour madame, 150 grammes pour monsieur. Hein, les apports ne sont pas les mêmes selon que l'on est une femme ou un homme. En accompagnement, alors ça, il faut savoir que dans la viande ou dans le poisson, c'est 20%. Dans 100 grammes de viande, il y a 20 grammes de protéines. Tout de suite, c'est beaucoup. Hein, et ce sont des protéines qui sont bien assimilées. Donc, un peu de viande. Un autre jour, ça sera du poisson. Un autre jour, on varie. Ça peut être des fruits de mer. Il faut varier. Hein.
Hein, faut pas manger de la viande tous les jours, on est bien d'accord. Et puis pas des grosses quantités, hein, on a vu lesquelles. Et puis un petit peu de protéines via le riz, les pâtes, les pommes de terre, ou alors via les flageolets qu'on va manger par exemple avec les haricots verts. Et au dessert, rebelote avec le laitage. La petite part de fromage, 10 g de protéines, ou le petit pot de fromage blanc, 8 g de protéines, ou le petit pot de yaourt, 5 g de protéines. L'après-midi, si on veut des protéines encore, parce qu'on a fait son sport en début d'après-midi par exemple, eh bien si on veut manger des protéines juste après, laitage. Hein, on se prend un bon bol de fromage blanc dans lequel on met des fruits rouges et des amandes, et c'est super, on aura fourni les muscles, les protéines aux muscles qui auront bien travaillé dans l'heure ou les 2 heures précédentes. Et le soir, fin de journée, on remange des protéines. C'est pas du tout anormal de remanger du poisson ou des œufs le soir, ou un tout petit bout de viande pour accompagner les légumes le soir. Et je dirais que même, non seulement c'est bon pour les muscles, mais c'est également très rassasiant. Parce que tu vois, les gens essaient souvent de se rassasier avec la bonne assiette de pâtes, mais ça fait grossir le soir. Par contre, si tu te rassasies avec une pièce de poisson, ou une part de viande, bah ça te cale. Hein. Donc il vaut mieux se caler avec un aliment riche en protéines que de se caler avec une assiette de féculents plus qui va te faire grossir pendant la nuit. Les protéines ont un effet satiétogène qui est très important. Ah oui. Et bon, les fibres aussi, des légumes, Oui. c'est sûr. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer, effectivement, si on D'associer veut les perdre deux. du poids, d'associer les deux et Ah d'en oui. avoir en quantité dans ses assiettes parce que Mais c'est absolument. peu calorique et ça Absolument. permet effectivement de remplir le ventre et de Absolument. réduire la sensation de faim. Le repas pauvre en calories, riche en protéines et riche en fibres, c'est crudité en entrée, viande, poisson ou œufs, des légumes un petit peu de féculents à midi, et au dessert, le fromage blanc, qui a beaucoup de succès dans les régimes entre guillemets, fromage blanc à 0% ou 20%, tu vois, pour pas être trop gras, et puis le fruit. Et là, tu as vraiment un repas qui est très contrôlé en calories, qui est très rassasiant et qui est riche en fibres en plus de ça, et riche en protéines. On a donné plein d'idées de menus pour les différents Oui. repas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense rappelle qu'on a été que complet. voilà, on peut maigrir en étant gourmand. Pour moi, c'est très important. Les gens ont l'impression de se punir quand ils se mettent au régime. Un bon régime, c'est un régime qui est... D'ailleurs, souvent, mes patients me disent « j'ai pas l'impression d'être au régime ». Et ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses faire. C'est ne pas avoir l'impression de faire un régime parce que tu sautes pas de repas, parce que tu manges à ta faim, que tu fais simplement un choix sélectif des aliments en choisissant ceux qui sont gourmands, ça te fait plaisir de les cuisiner, mais en même temps, ils t'apportent que des choses utiles qui vont pas te faire grossir. Et il faut vraiment bien penser sa journée, je le rappelle, pour manger léger le soir. Ça, c'est fondamental. Pour maigrir, il faut manger léger le soir. On ne peut pas maigrir en faisant une grosse bouffe le soir. C'est pas possible. Et je dis, faites attention aussi, parce que souvent les gens respectent ça la semaine, et le week-end, ils se lâchent. Et quand on a perdu 500 grammes dans la semaine, ce qui ferait quand même l'équivalent de 2 kilos par mois, si tu reprends tes 500 grammes en 2 jours, parce que tu as fait la fête, parce que la plancha au resto, la charcuterie, le fromage, le petit verre de vin à droite à gauche, les invitations à droite à gauche, je sais que c'est pas facile quand on est invité. Alors là, je voudrais revenir sur les petits écarts, parce que évidemment, il y en a forcément. Il y en a forcément, et il faut qu'il y en ait pour se faire plaisir. Ça fait partie de la vie aussi. Donc les écarts, si par exemple on va au resto et qu'on se prend une entrecôte frite, le truc archi classique, il faut éviter au dessert de prendre un fondant au chocolat. Tu peux t'en sortir avec une coupe de fruits, par exemple une coupe de fraises, ou alors une boule de glace, ou mieux un sorbet. Tu vois, là, du coup, tu as mangé assez gras en plat principal, mais tu as limité la casse en termes de sucre, tout en te faisant plaisir avec un bon sorbet. Le sorbet, il t'apporte un morceau de sucre. Et moins de 50 calories. Quand tu prends un fondant au chocolat avec sa crème anglaise, tu t'en tapes pour 300 calories, qui va s'ajouter à l'entrecôte et au verre de vin. Donc tu vois, quand tu fais un écart, sur le plat principal par exemple, mais par contre, tu évites le reste. Tu prends juste un verre d'alcool, un verre de vin, t'en prends pas 2, t'en prends pas 3. Ça paraît anodin, mais il y a des gens qui se disent perdu pour perdu, j'y vais complètement. Oui. En fait, non. Non. En faisant des petits ajustements, Mais on tout peut à quand même fait. faire en sorte que ces plaisirs, ils restent, ils soient réguliers, etc. Oui. Sans que ça parte dans l'excès complet. Tu peux tout à fait maigrir en faisant un bon resto, simplement tu t'es pas lâché à fond la caisse. Tu te lâches juste sur le plat principal, et puis tu fais un dessert correct. Et puis tu fais attention à l'alcool. Voilà, donc, et on peut très bien reprendre le lendemain son programme en s'étant fait plaisir au restaurant et ça ne va pas freiner la perte de poids. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être dans le tout ou rien. Il ne faut pas dire « Ah non, ça y est, c'est foutu, bon allez, j'arrête tout ». Non, il peut y avoir un écart. À partir du moment où tout le reste est bien régulier, la perte de poids, elle continue. Maintenant, je vais te poser 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Si tu devais donner un seul conseil unique
à tes patients pour qu'ils prennent soin de leur santé, ce serait lequel? Se coucher avant minuit et dormir 7 à 8 heures par nuit. Tous les jours avoir son heure de marche et ses 10 000 pas et prévoir 2-3 séances de sport dans la semaine. Et puis ne pas sauter de repas, augmenter la consommation de légumes et puis prévoir au dessert un fruit. Ok, 4 conseils. Et toi, du coup... J'en ai fait 4 là? C'est pas grave. Non, Mais il y moi, a j'ai aucun fait problème. sommeil, activité physique et alimentation. Ouais, voilà, ça dépend comment on le voit. C'est la napsothérapie, du coup, tu lis les 3 piliers. Voilà, les 3 En un piliers de la seul conseil. napsothérapie, absolument. Et Et tu vois que j'ai mis le sommeil en premier, parce que c'est fondamental. Et personne n'en parle de ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, c'est pour ça que j'ai lancé ce mouvement de napsothérapie en formant aussi des gens à cette pratique. C'est parce qu'on oublie trop le sommeil alors qu'il est essentiel Ouais, à la santé et à la perte de poids. Toi, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu as mis en place récemment pour prendre soin de ta santé et être en meilleure santé? Alors, dans ma vie perso, d'abord moi, c'est nickel sur le plan de l'alimentation. Bah oui, je suis quand même médecin nutritionniste, donc je fais très attention. Question sommeil, moi je suis une bonne dormeuse, il me faut mes 8 heures de sommeil. Donc moi, je ne me couche jamais après minuit. C'est 23 heures, j'applique vraiment ce que je conseille. Je fais mes 8 heures de sommeil par nuit et je me couche à 23 heures d'année délai. Il peut m'arriver de temps en temps avec les amis, etc. De temps en temps, mais c'est rare parce que je sais que le lendemain, je ne vais pas être en forme. Donc comme j'ai une charge de travail qui est assez intense, avec mes activités hospitalières et tout ça, mon école, la formation, tous mes élèves qui suivent la formation en napsothérapie, j'ai un programme très chargé, je demande beaucoup d'efforts à mon cerveau, donc je le ménage et j'ai mes 8 heures de sommeil par nuit et donc je me couche toujours avant minuit. Le problème que j'ai, c'est le manque de temps pour faire le sport. Donc en revanche, je suis très active, je marche toujours beaucoup, j'évite vraiment la voiture. Dès que j'ai l'occasion, quand je suis à l'hôpital, je monte toujours les escaliers, je ne prends pas les ascenseurs, je marche. Quand je marche vite. Donc je fais en moyenne entre 8 000 et 10 000 pas par jour. Bon, maintenant il me manque la salle de sport. Donc je fais une fois, j'arrive le week-end à aller à la salle de sport une fois. Maintenant, objectif, c'est 2 à 3 fois par semaine. Déjà, c'est très bien quand même. Ah oui, déjà, j'arrive à garder la ligne. Mais je pense que quand les gens vont te voir dans la vidéo avec la forme que tu dégages, ça sera la meilleure publicité. Oui, c'est vrai. Merci infiniment d'être venu, Laurence. C'était passionnant. Je suis sûr que ça va intéresser plein de gens. Et très bonne journée. C'est toujours un bonheur de faire ces vidéos avec toi et avec toute l'équipe. Et je dis bravo aussi à vous tous. Stop! Avant de partir, est-ce que vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances sur la perte de poids après 50 ans? On vous a préparé une vidéo qui fait la synthèse sur comment perdre du poids après 50 ans. On a passé 4 mois à l'écrire et à recueillir les informations pour faire ce petit bijou. Cliquez juste ici pour la regarder. À tout de suite!